L'élection présidentielle est l'heure pour le pays des grands débats et des grands choix. Vous qui êtes en première ligne face à l'insécurité, qui vivez au quotidien la dégradation de la situation et parfois le naufrage de certains quartiers, vous savez mieux que quiconque vers quels abîmes peut dévaler notre société. J'ai présenté hier, dans le cadre d'une conférence de presse, mon projet pour la sécurité dans notre pays. Mais aujourd'hui, je répondrai bien sûr à vos questions et j'évoquerai tout à l'heure un certain nombre de lignes sur la sécurité, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de vous. Je n'aurai pas la prétention de vous dépeindre le tableau comme professionnel de la sécurité publique au contact du terrain. Vous le connaissez et vous le connaissez mieux que personne. Vous savez comme moi que cette situation n'est pourtant pas irrémédiable. Pour peu que les décisions politiques que vous attendez, que vous êtes en droit d'attendre d'ailleurs, soient prises. Une chose est sûre, il n'est pas possible de demander à notre police, aussi dévouée soit-elle, de tout résoudre. Les conséquences du laxisme judiciaire, le délitement de l'école, les conflits familiaux, les problèmes sociaux, les problèmes psychiatriques, et j'en passe. Si vous y êtes souvent contraint, c'est parce qu'un certain nombre d'autres institutions républicaines autour de vous ont fléchi et même parfois ont sombré. Dans certains quartiers, vous êtes les seuls et les derniers à représenter l'État, à incarner la République, à faire appliquer la loi française. Vous le faites avec un courage, un sens du devoir et souvent du sacrifice qui force l'admiration. Et dans la difficulté quotidienne, il y a souvent ce sentiment d'abandon qui vous habite parce que des hiérarchies politiques ou administratives vous dissuadent d'agir, préfèrent ne pas donner d'instructions claires pour mieux vous lâcher en cas de problème, tournent la tête et parfois vous accablent quand vous auriez besoin d'être épaulé et soutenu. C'est à juste titre que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur leur mission, sur les fondements de leur métier, sur la distorsion entre ce qui a motivé leur engagement lorsqu'ils ont embrassé la profession et les conditions réelles de son exercice. L'épouvantable taux de suicide dans vos rangs, comme le nombre de départs volontaires de l'institution, témoignent de manière cruelle de ce phénomène, le brown out, c'est-à-dire ce décalage qui existe entre l'idée que vous pouviez vous faire du métier et la réalité. C'est là quelque chose auquel il faut nous attaquer sans davantage tarder. Et puis, au quotidien, se pose bien souvent, vous le savez, vous le vivez, les conditions dans lesquelles vous exercez, les conditions matérielles, avec des véhicules parfois hors d'état, des locaux indignes, des équipements peu adaptés. J'ai vu des dizaines de commissariats dans cette situation. Les conditions juridiques, avec des procédures tatillonnes, chronophages et finalement épuisantes, dont vous avez le sentiment qu'elles entravent plus qu'elles ne protègent. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir été avocat pendant un certain nombre d'années. Les conditions morales, mise chaque jour à l'épreuve quand une certaine presse peu scrupuleuse de la vérité, un candidat d'extrême gauche sur un plateau face à un de vos collègues de la BAC, jusqu'à l'actuel chef de l'État, prennent le parti de diffamer la police nationale en évoquant des violences policières. Sachez-le, moi, je suis avec vous. Trop de ministres se sont succédés avec le souci de la communication, mais sans doctrine claire sur la sécurité, sur la police et sur l'exercice de ses missions. Je redonnerai du sens à votre mission, à votre vocation. Avec moi, les objectifs seront clairs, les ordres sans ambiguïté, le soutien sans faille. Ce sont des questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, en liaison avec de nombreux policiers. Ma vision à l'égard de la police et de ses membres repose sur deux piliers. Sécuriser l'exercice de la profession, sécuriser votre vie professionnelle et familiale. Sécuriser l'exercice de la profession, tout d'abord, avant la mission, pendant la mission, après la mission. Avant la mission, ça porte sur la qualité des moyens. Les locaux, avec un plan de rénovation complet des commissariats, des véhicules en nombre et en qualité, dont l'aménagement intérieur sera conçu avec des policiers. Des matériels modernes et efficients, des séances de tir plus soutenues, la remise à niveau permanente des moyens informatiques, des stages de formation plus adaptés, notamment pour la gestion des situations difficiles, comme les techniques d'interpellation ou d'adaptation des jeunes recrues à des scènes difficiles. Vous devez pouvoir bénéficier d'inscriptions gratuites pour vous dans les salles de sport ou les piscines proches de chez vous. Les doctrines, celles du maintien de l'ordre, celles de la lutte anti-rodéo ou des poursuites routières doivent allier l'efficacité avec la sécurité juridique et le soutien des fonctionnaires qui interviennent. Plus largement, il faut rompre avec la logique du chiffre qui procède d'une absurde vision comptable appliquée à la police et dont la conséquence est la falsification statistique, le caviardage des rapports de terrain et un effet trompeur d'optique. Ce n'est ni honnête ni efficace. En matière de sécurité, je vous fais confiance à vous, professionnels.
Il est inutile et dangereux de se payer de mots et encore plus de chiffres, surtout lorsqu'ils sont artificiellement gonflés pour servir une communication strictement politicienne. Pendant la mission, votre tâche doit être facilitée par l'allègement des procédures inutiles, le déblaiement de la paperasse et la fluidification des relations, notamment avec les parquets. Les magistrats doivent être encouragés à venir en stage dans les commissariats, notamment en zones sensibles. Cela pourrait être extrêmement pédagogique. Les outrages à votre égard, qui sont des outrages à votre fonction et donc à l'État, doivent être systématiquement réprimés par des procédures accélérées. Je ne suis d'ailleurs pas hostile aux caméras GoPro ou dashcam sur les véhicules, tant je sais qu'elles démontrent lors des incidents votre comportement irréprochable, pour peu qu'elles fonctionnent. Nous devons, à l'égard des fonctionnaires obligés de réagir pour protéger leur vie ou celle de leurs collègues, établir une présomption de légitime défense. Et même une présomption de légitime défense renforcée lorsque vous usez de vos armes, dans évidemment le cadre de la réglementation. Enfin, après la mission. Vous devez être protégé en tant que personne par une culture du débriefing, le principe de traçabilité des interventions difficiles, de soutien dans les procédures judiciaires, notamment par l'anonymisation des plaintes et une prise en charge juridictionnelle. En cas de mise en cause médiatique de policiers, les vidéos doivent être rendues publiques par le ministère de l'Intérieur pour les disculper immédiatement. Vos rapports, fruits d'efforts conformes à votre conscience professionnelle, ne doivent pas être dénaturés dans le seul but de ne pas déplaire en haut lieu ou à je ne sais quel ministre. Au-delà, c'est toute l'institution policière qui doit être défendue au quotidien, car rien n'est plus corrosif pour l'État que le bruit de fond infamant qui a été, je le crois, trop souvent toléré. Les menaces de violence contre l'institution ou l'un de ses membres doivent être sanctionnées systématiquement. Il faut poursuivre sévèrement les signalements mensongers, la diffamation et les mensonges de haine contre la police. Cela peut concerner des paroles de chansons, les atteintes à la vie privée de policiers, les tags menaçants comme le doxing par les blocs d'extrême gauche, ces dénonciations numériques personnelles pour vous mettre en danger. Sécuriser l'exercice de la profession, disais-je, mais aussi sécuriser votre parcours professionnel et votre vie familiale. Je veux alléger vos soucis personnels par une grande politique sociale en votre faveur. Il faut augmenter le budget social de la police, vous donner accès à une mutuelle très accessible mais très efficiente, avec une prise en charge par l'État des surcoûts des blessures professionnelles. Il faut ouvrir une part des logements sociaux à la police, notamment pour rompre l'isolement des policiers, accompagner les personnels mutés loin de chez eux ou mieux protéger vos familles. Il faut veiller à limiter les rappels de service et sacraliser certains jours de repos, notamment pour les événements familiaux particuliers. Le suivi médical et professionnel doit être mieux assuré par une meilleure reconnaissance et gestion des stress post-traumatiques. Il nous faut mettre un plan anti-suicide en place, efficace, avec le concours des organisations syndicales pour appuyer une sensibilisation générale, suivi entraide, détection des signes avant-coureurs, visite médicale spécialisée, mise à l'abri ou réorientation vers d'autres administrations des personnels fragilisés. Je n'ignore pas que votre institution est une belle et grande maison, une belle et grande famille. Et nous devons veiller à maintenir la convivialité entre vous, une fraternité de corps, l'empathie de la hiérarchie, le tutorat pour les jeunes entrants favorisant le lien des générations, des lieux de repos agréables, des moments de convivialité, notamment lors des départs en retraite ou des mutations, la célébration officielle de votre saint patron, Saint-Martin. Nous devons veiller à entretenir ce climat humain et fraternel au sein de l'institution. Enfin, il est légitime de mieux valoriser les éléments positifs de vos carrières par des marques de considération qui me semblent normales. Une lettre, une prime, une distinction. Il faut notamment prévoir une accélération de carrière pour les personnels affectés dans les zones difficiles. On y apprend plus vite, on s'y épuise davantage. À travers cet échange avec le syndicat Alliance, à l'occasion de ce message à la police nationale et au-delà à tous les corps qui concourent à la sécurité publique, je voudrais vous dire pour résumer que je ne détache pas une politique pénale efficace d'une attention toute particulière aux conditions d'exercice professionnel et de vie de ceux qui la servent. Vous êtes par votre fonction, par votre vocation, des serviteurs de l'État. Cet État, je veux le restaurer dans ses fonctions, ses moyens et son autorité parce que c'est la condition de l'harmonie sociale et du maintien du lien national. La sécurité est la première de mes priorités. Sans elle, il n'y aura plus de vie sociale, plus de vie économique, plus de liberté d'aller et venir, plus de dignité pour les plus vulnérables. Vous êtes les défenseurs de cette éminente cause.
Les recrutements actuels dans la police ne sont qu'un modeste rattrapage, vous le savez, alors que la population a crû de plus de 4 millions de personnes depuis 2007 et que la délinquance augmente année après année. Je ferai donc voter une loi de programmation pour la sécurité et la justice de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans, qui permettra de créer 7 000 postes de policiers et gendarmes, 3 000 postes de personnel administratif pour vous permettre d'être davantage sur le terrain. Je n'attendrai pas 2030 pour renforcer le nombre de policiers affectés à des missions opérationnelles. Afin de rejoindre la moyenne européenne, j'engagerai le doublement du nombre de magistrats tout en diversifiant leur mode de recrutement, en y intégrant notamment d'anciens policiers. Parce qu'il est des tâches qui ne relèvent pas de vos interventions et par souci de complémentarité des missions, les communes de plus de 10 000 habitants devront se doter d'une police municipale. En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines, avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs, pour lesquels trop souvent l'impunité pénale devient une impunité morale. Je remplacerai l'opportunité des poursuites par la légalité des poursuites, comme ça se fait dans un certain nombre de pays en Europe. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux. Ma logique, vous l'avez compris, est de rompre avec la récidive et le sentiment exaspérant et légitime que vous avez d'avoir affaire toujours aux mêmes. Je sais que les temps sont difficiles. Je voulais vous dire de ne pas baisser les bras, mais de continuer à croire dans votre mission parce que vous faites l'un des plus beaux et des plus exigeants métiers qui soient. Sans vous, je vous l'ai dit, il n'est plus de liberté. Sans vous, il n'est plus de loi, sauf celle de la jungle. Sans vous, il n'est plus de sérénité sociale. Parce qu'il me faut conclure, je tiens à vous faire part de mon admiration et même de ma gratitude, à vous témoigner ma confiance, à vous assurer que lorsque je serai chef de l'État, vous pourrez compter sur mon soutien total. Je serai la présidente de l'autorité retrouvée et respectée. Ma main ne tremblera pas. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre plus précisément à l'ensemble de vos questions.